Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo créée par l'équipe Tutoris à l'attention des terminales L et ES. Nous savons bien que cette période est un réel défi pour vous et c'est pour cela que l'on souhaite vous donner un petit coup de pouce afin de vous aider dans vos révisions en histoire. Dans le cadre du thème consacré aux idéologies et opinions en Europe de la fin du 19e siècle à nos jours, et en particulier pour le chapitre concernant les médias et l'opinion publique dans les grandes crises politiques en France, l'affaire Dreyfus est un exemple parfait pour illustrer le rôle que peut jouer la presse dans les scandales politiques. Qu'est-ce que l'affaire Dreyfus? Il s'agit d'un conflit social et politique majeur de la Troisième République survenu à la fin du 19e siècle autour de l'accusation de trahison faite au capitaine Alfred Dreyfus. Cette affaire dura de 1894 à 1906. Dans quel contexte politique, économique et social sommes-nous lorsque l'affaire éclate? La défaite de Sedan du 2 septembre 1870 et la capitulation de Napoléon III durant la guerre franco-prussienne provoquèrent la chute du Second Empire, la perte de l'Alsace-Lorraine et un sentiment de frustration chez les Français. Suite à cette défaite, la Troisième République fut proclamée par Léon Gambetta le 4 septembre 1870. Économiquement, la période est marquée par la Grande Dépression, de 1873 à 1896, crise économique qui remet en cause les traités de libre-échange entre les nations, marque un ralentissement économique et une dépression. La période est aussi marquée par le scandale de Panama, scandale financier et politique qui ruina des centaines de milliers d'épargnants et qui éclaboussa la réputation de plusieurs hommes politiques et industriels français. Cette fin de siècle est également secouée par une vague d'attentats et de manifestations anarchistes qui accrurent le sentiment d'insécurité. Nous pouvons citer comme exemple les échauffourées de Clichy de 1891 qui font suite à une manifestation, ainsi que l'assassinat du président Sadi Carnot en 1894. En proie au doute et à l'humiliation suite à la défaite de 1870, au désir de revanche et à l'aspiration à l'ordre, le régime républicain s'oriente vers un nationalisme agressif qui s'accompagne d'une progression des idées antisémites. Ce nationalisme se caractérise par la volonté de sauvegarder les intérêts nationaux, une exaltation des valeurs nationales et par un isolement économique et culturel. La doctrine antisémite est répandue par des journalistes et écrivains tels qu'Édouard Drummond qui publie un pamphlet antisémite en 1886 intitulé « La France juive ». Qu'est-ce que la presse écrite à la fin du XIXe siècle et quel sera son rôle dans l'affaire? Dans l'affaire Dreyfus, la presse va jouer un rôle central. Cette dernière s'est développée d'une part grâce aux idées démocratiques des républicains et notamment la loi de 1881 sur la liberté de la presse, puis d'autre part grâce aux progrès technologiques qui ont permis d'accroître considérablement les tirages de journaux. C'est ainsi que des milliers de publications variées voient le jour à la fin du XIXe siècle. Parmi ces publications, nous trouverons une presse d'information, au tirage de plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, qui a pour cible un lectorat populaire. Elle est républicaine ou indépendante et abondamment illustrée. Nous pouvons citer comme exemple Le Petit Parisien, dirigé par Jean Dupuy, créé en 1876, qui est un quotidien indépendant à très grand tirage. Nous pouvons également citer Le Petit Journal, quotidien illustré également à très grand tirage, créé en 1884, ou encore le quotidien Le Figaro, repris par Hippolyte de Villemessant en 1854. Nous trouvons également une presse d'opinion, souvent radicale dans l'expression des idées, mais dont le tirage est plus limité. Parmi cette presse, nous pouvons citer comme exemple L'Aurore, créé en 1897 par Ernest Vaughan, quotidien républicain socialiste. Parmi les membres de la rédaction, nous trouvons Georges Clémenceau, homme politique qui prendra une part active dans la défense du capitaine Dreyfus. Nous pouvons également citer La Libre Parole, créée par Édouard Drummond en 1892, quotidien antisémite et indépendant. Ce journal sera l'un des principaux supports des anti-dreyfusards. Il existe également des journaux satiriques comme le Gros Lot, journal républicain et anticlérical, rédigé par Arnold de Mortier et publié de 1871 à 1903. La multiplication des publications va faire de l'affaire Dreyfus le premier événement surmédiatisé en France, ce qui aura des conséquences sur l'opinion et le déroulement de l'affaire. Qui est le capitaine Dreyfus et quels sont les motifs de l'accusation? Alfred Dreyfus est un officier français d'origine alsacienne et de confession juive. Le 27 septembre 1894 est découvert une lettre appelée le bordereau, adressée à l'attaché militaire allemand en poste à l'ambassade d'Allemagne et contenant des informations militaires confidentielles. Sous prétexte que le bordereau anonyme porte quelques ressemblances d'écriture avec celle d'Alfred Dreyfus, ce dernier est accusé d'avoir livré des informations à l'Allemagne. Alfred Dreyfus étant juif et d'origine alsacienne, il est identifié comme le coupable idéal. Comment la presse traite-t-elle de l'affaire? Comme la France aspire à la revanche contre l'Allemagne, la presse s'intéresse de près au sujet. C'est la Libre Parole du 29 octobre 1894 qui révèle l'affaire. Est-il vrai que récemment une arrestation fort importante ait été opérée par l'ordre de l'autorité militaire?
L'individu arrêté serait accusé d'espionnage. Si la nouvelle est vraie, pourquoi l'autorité militaire garde-t-elle un silence si absolu? Une réponse s'impose. Le Figaro relaie l'information dans son numéro du 1er novembre et traite d'une affaire de trahison. Très vite, Alfred Dreyfus est considéré comme un traître et certains journaux ne manqueront pas de rappeler sa confession juive. La presse se déchaîne alors sur la personnalité du capitaine. Que la Libre Parole du 6 novembre 1894 titre « La trahison du juif Dreyfus », discriminant la confession juive du supposé coupable. La caricature va être fréquemment utilisée pour stigmatiser la personnalité de Dreyfus. La une du Gros Lot, du 11 novembre 1894, présente Dreyfus comme un Judas. Derrière lui, sous une bannière maçonnique, Jules Guesde et Jean Jaurès, chefs de file de l'extrême gauche, sont également assimilés à des ennemis de la France liés à un complot. La Libre Parole du 10 novembre réagit à la nouvelle de l'arrestation de Dreyfus, survenue le 15 octobre 1894. La une de ce journal titrait « À propos de Judas Dreyfus ». Sur cette image, Drummond saisit par le pantalon un petit Dreyfus, semblable à un rat, sur le point de s'enfuir par une bouche de caniveau. Les quotidiens rivalisent d'annonces sensationnelles sur la personnalité du capitaine, ses trahisons, sa vie personnelle, son entourage, tous les détails de sa vie privée ou prétendue telle. La presse, dans sa grande majorité, accable le capitaine Dreyfus, influençant l'opinion et précipitant sa condamnation. Alfred Dreyfus est reconnu coupable de haute trahison le 22 décembre 1894. Ce jour, le petit journal illustre le capitaine devant le Conseil de guerre. Le Monde illustré, du 12 janvier 1895, rend compte de la cérémonie de la dégradation du traître. Quelles sont les réactions des partisans d'Alfred Dreyfus? Suite à cette condamnation, certaines voix vont s'élever pour affirmer l'innocence de Dreyfus. Ses défenseurs sont appelés les Dreyfusards. Mathieu Dreyfus, qui est convaincu de l'innocence de son frère Alfred, décide, avec l'appui du journaliste Bernard Lazare, qui dès novembre a dénoncé dans la justice le développement de la campagne antisémite, de prouver la futilité des accusations portées contre Alfred. En mars 1896, le nouveau chef de service des renseignements, le lieutenant-colonel Picard, acquiert la conviction que le vrai coupable est un certain Esterhazy. Une partie de la presse va dès lors dénoncer l'antisémitisme et affirmer l'innocence de Dreyfus. Le 30 octobre 1897, le Figaro publie un long article sur le vice-président du Sénat, Auguste Scheurer-Kestner, dans lequel il affirme l'innocence de Dreyfus. Le 16 novembre 1897, Mathieu Dreyfus, frère d'Alfred, dénonce Esterhazy dans le Figaro. Le vrai traître est désormais connu du public. L'affaire Dreyfus est relancée, avec une très violente campagne de presse à l'encontre des Dreyfusards. L'Écho de Paris publie une interview d'Esterhazy dans laquelle il se justifie et se défend d'être un espion. Émile Zola publie dans l'Aurore du 13 janvier 1898, sous le titre « J'accuse », une lettre ouverte au président Félix Faure dans laquelle il attaque violemment l'état-major qu'il accuse d'avoir condamné Dreyfus sans preuve. Cet article, qui fait scandale, vaut à son auteur une condamnation à 1 an de prison. Le procès Zola, en février 1898, provoque une véritable émeute. L'affaire devient alors politique et publique. Les Dreyfusards réclament alors la révision du procès. J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son œuvre néfaste depuis 3 ans par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables. Conséquence, une France divisée, révision du procès. La France est alors coupée en 2 camps, avec d'un côté les Dreyfusards et de l'autre les anti-Dreyfusards, qui continuent de publier des articles violemment antisémites. Le Figaro du 14 février 1898 publie un dessin de Carandache, intitulé « Un dîner en famille », illustrant la division des Français. En 1899, une demande de révision est jugée recevable par la Cour de cassation, mais en septembre de la même année, Dreyfus est à nouveau condamné par le Conseil de guerre de Rennes avec des circonstances atténuantes à 10 ans de réclusion. Gracié par le président Loubet, à la demande du gouvernement, il est libéré peu après, mais reste toujours reconnu coupable officiellement. Quel est le dénouement de l'affaire? Jean Jaurès, en 1903, expose des faits nouveaux et relance de nouveau l'affaire. Le procès est de nouveau révisé et Alfred Dreyfus sera réhabilité le 13 juillet 1906. La presse a donc joué un rôle très important dans l'affaire Dreyfus. Son développement
conjugué avec la montée de l'antisémitisme et du nationalisme, ainsi que le désir de revanche vis-à-vis de l'Allemagne, a fait de l'affaire Dreyfus la première affaire surmédiatisée en France. La presse, voulant faire parfois du sensationnel en se déchaînant sur la personnalité de Dreyfus, a contribué à façonner l'opinion publique et les politiques sur le sujet. Elle a en partie fait l'affaire en lui donnant un retentissement médiatique considérable et en mobilisant l'opinion. Les écrits et les caricatures des anti-Dreyfusards furent d'une extrême violence, mais la presse fut aussi le moyen pour les Dreyfusards de dénoncer les agissements antisémites et de relancer l'affaire pour ainsi faire pression afin de réviser le procès. La presse fut le reflet de la division des Français au sujet de l'affaire. Cependant, tout au long de cette histoire, les partisans du capitaine Dreyfus restèrent minoritaires. Enfin, il a fallu plus de 10 ans pour que le capitaine Dreyfus soit réhabilité. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.